Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans Action Éducation, gros plan sur la mixité sociale, mais aussi sur la mixité scolaire. De quoi parle-t-on? Mathilde Vessels, ici présente, sort sa loupe. Dans un instant, notre système éducatif crée-t-il des inégalités? Est-ce une machine à produire de la ségrégation scolaire? État des lieux dans un instant. Et puis l'école de la République tient-elle encore? Oui ou non? Ses promesses, quid de l'égalité des chances? Et dans cette équation, quel rôle peut jouer le numérique? On en parle avec nos invités en plateau. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui est ancienne, mais c'est vrai qu'on a été ministre. On l'est pour la vie, c'est un peu comme quand on est prof, directrice générale de One France et présidente de France Terre d'Asile. On peut rappeler ce qu'est One France? Bien sûr, c'est une ONG de solidarité internationale dont le sujet, c'est l'extrême pauvreté dans les pays les plus vulnérables du monde. On est également en Skype, en duplex avec Vincent Gibert, bonjour. Vous êtes le vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne et vous êtes en charge de l'éducation, de la vie associative, des valeurs de la République et conseiller municipal de Toulouse. Vous allez bien? Bonjour, oui, je vais bien et vous? Eh ben, tout va très très bien, on est prêt, c'est parti pour la loupe avec Mathilde. Salut Mathilde Vessels. Tout va bien? Tout va très bien. On parle mixité sociale au collège, ça fonctionne et surtout, oui, c'est bénéfique pour les élèves. Effectivement, donc en 2015, vous, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez engagé un combat inédit, celui de la mixité sociale et scolaire dans les collèges. Une expérimentation qui a débuté en 2016. 46 départements ont défini 82 territoires pilotes, dont Paris. On va en parler. Expliquez-nous concrètement, Mathilde, en quoi consiste ce combat dans les faits? Alors, vous avez des collèges d'un même secteur qui ne sont pas éloignés les uns des autres et dans lesquels il y a une ségrégation sociale. Donc, vous avez des collèges dans lesquels il n'y a que des élèves ou quasiment que des élèves issus de milieux défavorisés et des collèges où, inversement, vous avez des élèves qui sont surtout issus de milieux favorisés. L'idée, c'est de créer un nouveau secteur multi-collège où les enfants sont mélangés pour respecter une certaine mixité sociale avec des offres pédagogiques proposées à tous les nouveaux élèves de ce secteur. C'est le cas à Paris du collège Berlioz, situé dans le 18e arrondissement de la capitale, et qui, 5 ans après cette expérimentation, se porte plutôt bien. Effectivement, 5 ans après, le collège Berlioz s'est couplé avec le collège Coysevox dans le 18e, plus favorisé, qui est situé à 600 mètres seulement, et ce collège Berlioz s'est vraiment métamorphosé. Il a fallu surtout convaincre les parents d'y favoriser. Oui, avec, je le disais, des propositions pédagogiques comme des sorties scolaires, des classes bilingues. Et 5 ans après, tout se passe très bien. Des travaux ont même été réalisés dans la cour du collège avec notamment un jardin pédagogique, des bancs en bois. Et au niveau des résultats scolaires, c'est aussi ce qui nous intéresse. On observe une nette amélioration avec avant un élève sur 2 seulement qui avait son brevet. Aujourd'hui, c'est 89% de réussite, ce qui correspond à la moyenne parisienne. Il faut tout de même préciser, Patrice, un phénomène qui rend très compliqué cette mixité sociale, c'est ce phénomène de fuite des familles favorisées. C'est-à-dire qu'en fonction des secteurs, vous avez des familles qui refusent de mettre leurs enfants dans des collèges appelés ghettos, où les résultats ne sont pas bons et donc privilégient les écoles privées ou même les dérogations. C'est donc un cercle vicieux car ces collèges ne connaissent pas de mixité sociale et scolaire et ceux qui n'ont pas les moyens d'emmener leurs enfants dans du privé subissent un petit peu cette ségrégation sociale et scolaire. Une crainte alimentée aussi par cet indice de position sociale qui révèle les inégalités sociales du système scolaire français. Effectivement, le ministère de l'Éducation nationale a d'ailleurs été condamné en juillet dernier par le tribunal administratif de Paris à transmettre les données relatives à l'indice de position sociale des collèges et des écoles. Le ministère craignait entre autres que cette transparence ne renforce ce phénomène d'évitement scolaire des établissements à l'indice le plus bas. Pour être simple, cet indice permet de décrire les inégalités sociales à l'école, mais surtout de savoir de quels milieux sociaux sont issus les élèves. Il est fondé sur les diplômes des parents, les conditions matérielles, le capital et les pratiques culturelles des élèves. L'indice moyen, pour vous rendre un petit peu compte, pour les écoles élémentaires en 2021-2022 est de 102,77. Le plus bas, il est en Guyane, 49,6. Et le plus élevé, c'est 155,6 pour une école élémentaire publique dans les Yvelines. C'est l'école de Buc. Merci Mathilde. L'expression orale? L'expression orale avec Vincent Guibert, vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, et Najat Vallaud-Belkacem, qui est ancienne ministre de l'Éducation. Madame la ministre, qu'est-ce qu'on appelle pour vous un ghetto scolaire? Et est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Ah oui, malheureusement, il y en a. Les chiffres sont très parlants. En réalité, vous prenez les classes les plus défavorisées,
les élèves issus de ces classes les plus défavorisées en France se concentrent, disons 65% de ces élèves se concentrent dans 10% de collèges. Vous voyez, au lieu de les avoir répartis de façon à peu près, équitable dans tous les collèges, ce qui leur permettrait de se mélanger avec des classes moyennes et des classes aisées, et on n'aurait pas toutes les problématiques de ghettoisation qu'on a aujourd'hui, on les a laissés depuis des années se concentrer dans 10% des collèges. Donc en fait, ils sont entre eux. 10% des collèges qui sont localisés sur le territoire ? C'est plutôt en Île-de-France, plutôt dans le Nord ? Plutôt, alors un peu partout en France, mais plutôt dans les quartiers évidemment les plus pauvres, les plus populaires, et donc c'est comme ça que se fabriquent des ghettos de pauvres. Et puis, on a aussi, d'une certaine façon, des ghettos de riches, et notamment dans des établissements privés qui ont toute liberté de recrutement. Ils ne sont pas tous à mettre sur le même plan, évidemment, les établissements privés. Moi, je ne suis pas sectaire sur ce sujet-là. Mais il y a des établissements privés dans lesquels vous allez avoir seulement 3% d'élèves d'origine défavorisée. Vous voyez, là, on va avoir plutôt de la ségrégation de riches. Donc, vous avez les deux bouts du paysage qui sont représentés dans notre système. Et depuis que vous avez quitté le ministère, vous avez le sentiment que les choses sont en train de bouger ? Alors, c'est ce qui vient d'être évoqué. C'est-à-dire qu'en fait, replongeons-nous en 2015. Donc, je suis ministre de l'Éducation nationale. Je constate cette ségrégation sociale, comme vous venez de le dire, qui est terrible, qui a des impacts directs sur les résultats des élèves. C'est pas un mot fort ? Pour vous, c'est un terme qui... Non, c'est évident. Adéquat. C'est absolument évident. Il y a une ségrégation sociale dans le système éducatif, malheureusement. C'est comme ça. C'est pas dans tous les établissements, mais quand vous regardez les choses de façon macroéconomique, les chiffres sont très parlants. La France est le pays le plus mal noté dans tout l'OCDE sur le lien entre résultats scolaires et déterminisme social. Et évidemment, c'est lié à cette absence de mixité. Donc, en fait, en gros, quand en 2015, je prends ces chiffres-là et cette réalité-là, je me dis, il y a deux choses qui ont déjà été tentées par le passé qui visiblement ne marchent pas. Il y a la version, on va dire pour aller vite, de droite qui consiste à dire, en fait, il faut assouplir la carte scolaire, permettre à chaque famille de choisir l'établissement, etc., qu'il veut pour ses enfants. Nicolas Sarkozy l'avait tenté en son temps. Et lorsque tout ça a été évalué, on s'est rendu compte que ça avait été une erreur parce que, en fait, ça ne fait que renforcer les inégalités sociales puisque les parents qui en ont les moyens vont mettre leurs enfants très loin. On ne fait que décaler à chaque fois. Et du coup, ne se retrouvent que les plus pauvres entre eux. Donc, ça renforce la ségrégation. Il y a la solution dite de gauche, qui avait aussi été tentée en son temps, qui consistait à dire, mais non, au contraire, il faut rigidifier la carte scolaire pour empêcher justement les familles plus aisées de fuir leur territoire, etc. Mais sauf qu'en réalité, vous rigidifiez les inégalités sociales, puisque finalement, vous empêchez les familles aussi de sortir d'un territoire qui est déjà très ségrégué. Donc finalement, ces deux solutions ne marchaient pas. Et donc, celle que je tente à partir de 2015, elle consiste à partir, pour une fois, du territoire, à se dire, en fait, tous les territoires ne se ressemblent pas, donc il faut arrêter d'avoir une solution homogène pour tout le monde. On va partir de territoires, et ces territoires, on va discuter avec les parents, on va discuter avec les élus locaux, on va vraiment bien évaluer la situation et trouver des solutions adaptées. Et on va fabriquer des solutions qui peuvent aller de... tel collège est décidément trop ségrégué, a trop mauvaise réputation et en mauvais état, on va le détruire en fait. On va mettre un terme à cette expérience et on va prendre les élèves qui étaient dedans et les répartir dans d'autres collèges ailleurs qui ne souffrent pas de ces problématiques. Deuxième type de solution, celui qui a été évoqué là, c'est-à-dire sur un secteur élargi, avoir plusieurs collèges et se dire les parents font des choix et le système va faire en sorte de mélanger un petit peu tous ces choix pour qu'on ait un mélange d'élèves dans les 10 collèges. Et celui que vous avez évoqué, Berlioz-Coisvox, c'est encore particulier, c'est le dispositif qu'on appelle de montée alternée, qui est celui que je préfère pour moi. C'est celui où on va dire, sur un secteur élargi, à 2 collèges différents, un qui était plutôt fréquenté par des familles aisées et un plutôt par des familles moins aisées. On va prendre l'ensemble de ces élèves et on va dire qu'ils font tous ensemble leur 6e et leur 4e dans le premier des collèges et leur 5e et leur 3e dans le 2e des collèges. Ce qui fait que vous voyez bien qu'en fait, ils font 6e dans le premier, 5e dans le 2e, 4e, mais tous ensemble. C'est le plus efficace, mais j'imagine que la partie la plus difficile, la plus délicate, c'est de convaincre les parents. C'est ça. Alors oui, de manière générale, je vous avoue qu'à Paris notamment, ça a été très difficile
de convaincre les parents. On a eu des manifestations sous les fenêtres des rectorats. On avait des parents qui demandaient à se faire rembourser la moins-value que leur appartement allait faire du fait que la sectorisation du collège avait changé. Enfin, vous voyez. Je savais pas ça. Ouais, ah bah oui, il y a quand même un lien assez consumériste, on va dire, à l'éducation aussi. Mais en même temps, moi, je ne jette pas la pierre aux parents parce que moi, je dis, c'est la responsabilité des pouvoirs publics que de ne jamais mettre les parents dans cette situation insupportable qui consiste à devoir choisir entre être un bon citoyen ou être un bon parent. Moi, je suis parent aussi et je ne supporte pas cette idée que vous soyez tiraillés entre les deux. Ben non, il faut que vous puissiez être les deux à la fois. Donc, il faut que les pouvoirs publics vous assurent que dans l'établissement où on vous dit c'est bien que vous envoyez vos enfants, il y ait vraiment des bonnes conditions de travail, un climat scolaire de réussite, etc., etc. Or, ce qu'on a fabriqué là, par exemple, si on reprend cet exemple, mais il y en a d'autres à Toulouse, à Montpellier, enfin, il y a plein d'exemples. Et si on reprend cet exemple, puisque vous l'avez cité, franchement, les résultats sont assez fabuleux. À l'époque, je me souviens, j'avais demandé à des scientifiques d'évaluer dans le temps, en suivant vraiment des cohortes d'élèves, les effets de cette réforme. Ils sont en train de les rendre publics en ce moment même, les scientifiques en question. Et donc, on a, notamment sur la question du climat scolaire, complètement apaisé, du fait que les élèves développent ce qu'on appelle des compétences douces, c'est-à-dire des compétences sociales dans le fait de rencontrer des gens qui ne leur ressemblent pas, qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de part et d'autre. Absolument. Il n'y a pas d'effet négatif sur les résultats scolaires. Et puis surtout, la chose extrêmement positive, c'est l'estime personnelle des élèves, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans l'avenir. Les scientifiques arrivent désormais à évaluer ça. La mixité sociale a aussi un effet sur le fait que les élèves croient dans les institutions, notamment ceux qui venaient de milieux défavorisés et qui jusqu'à présent n'y croyaient pas, croient dans les institutions, croient dans la fameuse devise liberté, égalité, fraternité, croient en eux-mêmes. Vincent Gibert, quel est votre sentiment, vous qui êtes vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, et surtout quel est l'état des lieux concernant la mixité scolaire et sociale sur votre territoire? Écoutez, je partage beaucoup des éléments d'analyse que vous avez donnés. Peut-être un élément complémentaire à ajouter sur le constat, c'est que s'il existe aujourd'hui une ségrégation scolaire, c'est parce qu'il y a eu une accumulation de décisions en termes d'aménagement des territoires qui ont contribué à concentrer un certain nombre de populations dans des périmètres géographiques restreints. Et quand on parle du collège, on parle d'un établissement qui est un établissement à taille humaine. Et donc, lorsque vous dessinez un secteur de recrutement autour d'un établissement, eh bien, vous avez un collège dont la sociologie est à l'image du quartier. Et donc, nous, la solution, vous en avez évoqué deux finalement sur le plateau, la solution des secteurs multicollèges et la solution qu'a évoqué Madame la Ministre, qui est celle de finalement réorienter les élèves qui étaient dans des établissements très défavorisés vers d'autres établissements. Le dispositif d'amélioration de la mixité tel que nous l'avons conçu en Haute-Garonne, il s'est appuyé au départ sur ce constat d'une ségrégation scolaire très importante dans deux établissements au cœur de quartiers sensibles que nous avons décidé de détruire et nous avons réaffecté l'ensemble de ces élèves. Ça représente un peu plus de 1400 élèves pour l'ensemble des cohortes. Et nous avons décidé de les scolariser dans d'autres établissements d'accueil du département. Et donc moi, là où je rejoins Madame la Ministre, c'est que notre responsabilité, c'est de prouver finalement que nous avons raison de demander aux parents d'élèves de dépasser leurs craintes. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une simple question et un simple enjeu de sectorisation. Il faut que chacune et chacun se donne les moyens de montrer que le pari peut être réussi. C'est-à-dire que c'est un élément qui est un élément positif pour chacune et pour chacun. Pour ceux que l'on appelle à être scolarisés dans des établissements plus éloignés et pour ceux à qui l'on demande finalement d'accueillir des élèves avec qui il n'y avait pas de brassage naturel parce que les quartiers et la structure géographique n'étaient pas organisés comme tels. Et donc là où on a essayé de travailler, c'est de travailler en partenariat avec l'Éducation nationale pour que soient accordés des moyens complémentaires à ces établissements dits établissements d'accueil, pour pouvoir permettre à la fois d'avoir des classes dans des nombres plus restreints que sur d'autres établissements, et également la volonté qui a été la nôtre d'engager des moyens justement pour que ce brassage, cette mixité se construise à travers des projets, notamment des partenariats avec des acteurs de l'éducation populaire. Et on en sort un résultat qui est un résultat très positif parce que
D'un point de vue de la réussite, on voit que ça n'a pas dégradé la réussite, notamment au DNB pour les élèves qui étaient déjà dans les collèges qui accueillaient ces élèves. Et on voit que ça a par contre sensiblement augmenté les résultats pour les élèves à qui on a demandé de faire un effort de transport, un effort complémentaire pour ne plus être scolarisés dans leur établissement de secteur. Ça passe forcément du coup par des travaux, Madame la Ministre, de végétalisation, de réorganisation. Vous avez parlé Monsieur Gilbert nous a parlé de destruction aussi totale. Ça passe forcément par des investissements. C'est le cas en effet à Toulouse, c'était le cas à Brest aussi. Il y a eu des territoires comme ça où vraiment il y avait des collèges qui souffraient pas simplement d'une mauvaise réputation, mais aussi d'un mauvais entretien, etc. Et donc la destruction, qui est jamais une décision facile à prendre pour des élus. Donc c'est pour ça, si vous me permettez, je voudrais vraiment les saluer, les élus locaux, et les remercier, parce que c'est une chose d'être ministre et puis de construire tout ce dispositif, c'est une chose d'être au quotidien en face des parents et de faire... Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de centaines de réunions publiques avec les parents qui ont eu lieu à ce moment-là pour lancer les 80 projets dont on a parlé tout à l'heure. Donc oui, parfois ça passe par la destruction. Mais surtout, ce que disait M. Gilbert, qui est très important, c'est tout le reste des politiques publiques d'accompagnement. Oui, parce qu'il a fallu par exemple que ces élèves, à qui on demandait désormais à Toulouse de rejoindre un établissement du centre-ville, puissent prendre des bus ou des modes de transport pour lesquels la collectivité locale a fait un effort aussi. Alors peut-être que M. Gilbert va nous préciser, est-ce que c'était gratuit ou est-ce que c'était un tarif réduit, mais vous voyez, il y a aussi cette question des tarifications des transports, etc. Donc c'est vraiment... il y a même, je crois, des accompagnants qui étaient mis en place dans les premiers temps, parce que pour les familles... voilà, c'était pas simple de voir leurs enfants partir aussi loin. On parle de petits sixièmes, donc 11 ans. Voilà, mais c'est ça aussi qu'il faut admettre, qu'on doit changer progressivement, y compris notre conception de l'espace, pour donner plus de chance aussi à nos enfants. C'est une autre démarche intéressante, parce qu'on a fait une émission là-dessus il n'y a pas longtemps, effectivement, sur, entre guillemets, le ramassage scolaire. Effectivement, ça crée une émulation, effectivement, sur le chemin de l'école. Ça donne de l'énergie, plus de concentration, notamment sur les élèves. C'était la petite parenthèse. Renvoyez l'émission. Mathilde. Oui, non, parce que j'avais une question concernant la différence d'origine sociale. C'est vrai, on en parle, c'est important. Il y a aussi une différence de niveau, peut-être des collèges, des écoles, et peut-être de niveau aussi des professeurs. Qu'en disent-ils ? Que disent les professeurs, justement, sur cet échange comme ça d'élèves ? Est-ce qu'il y a des élèves qui sont perdus parce qu'ils changent d'établissement, peut-être avec un niveau plus élevé ? Alors, en parlant des professeurs, en effet, tout à l'heure, je vous disais un petit peu le paysage que j'avais trouvé quand, en 2015, je me dis je vais m'attaquer à ce sujet avec des solutions nouvelles. J'ai beaucoup parlé de ce que ça faisait de façon négative aux élèves et à leurs familles que d'être dans des établissements ségrégés. J'ai pas parlé, j'aurais dû, de ce que ça fait aux professeurs. Parce que, du coup, pour les professeurs qui se retrouvent dans ces établissements où se concentre une population défavorisée, c'est particulièrement difficile. C'est particulièrement difficile, d'abord parce que les conditions de travail sont difficiles, le niveau ne cesse de se dégrader, donc du coup, j'allais dire sur le principe, c'est compliqué. Il y a aussi des territoires dans lesquels on sait qu'il va y avoir des sujets de climat scolaire plus importants, etc., etc. Donc, en fait, pour les professeurs, c'est forcément une bonne chose que de passer à un établissement plus mixte. En revanche, là où vous avez raison, c'est que, ce faisant, quand on se retrouve au début dans cet établissement mixte avec des élèves qui viennent de différents univers et qui n'avaient donc pas les mêmes niveaux scolaires, on se retrouve aussi face à des classes plus hétérogènes. Et l'apprentissage de l'hétérogénéité, c'est quelque chose que tout professeur vous décrira comme devant s'accompagner d'une formation. Parce qu'en fait, une classe hétérogène, ça veut dire que vous devez avoir un apprentissage progressif, un apprentissage qui s'adapte un petit peu mieux à chaque élève et pas quelque chose de magistral où vous comptez sur finalement le fait que tout le monde suive au même moment. Mais ça ne peut être que positif, parce que finalement, cette formation-là, si on la donne aux enseignants en formation continue pour les aider à améliorer leur capacité à apprendre de façon progressive aux élèves, eh bien, c'est aussi des résultats scolaires qui sont améliorés. Parce qu'aujourd'hui, toutes les études vous démontrent que les élèves gagnent à être, j'allais dire, accompagnés de façon plus individualisée dans leurs apprentissages, les bons comme les moins... Oui, parce que là, vous parlez des élèves dits défavorisés, mais pour les élèves favorisés, peut-être d'avoir des élèves qui ne suivent pas, le niveau peut baisser, et les parents, dans ces cas-là, peuvent dire « Ah bah non, nous, les enfants... » Vous me permettez juste une analogie rapide. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'égalité femmes-hommes. Quand on parle d'égalité femmes-hommes, à un moment donné, on s'intéresse au sujet de la mixité des métiers. Il y a des métiers qui sont essentiellement masculins, d'autres essentiellement féminins. Et on s'intéresse à comment est-ce qu'on rend plus mixte
féministes les métiers, par exemple, masculins et vice-versa. Prenons les métiers des transports, très masculins. Fut un temps, il n'y avait que des hommes. Puis à un moment donné, on s'est mis à voir apparaître quelques femmes, 1, 2, 3 femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le fait que des femmes arrivent à pousser ces secteurs d'activité-là, à adapter... j'allais dire, la question des charges lourdes, etc. Donc, en gros, l'ergonomie des métiers. Et adaptant l'ergonomie des métiers, ça a été un progrès, pas simplement pour les femmes qui arrivaient, mais aussi pour les hommes qui étaient là. Parce que finalement, créer des outils de travail qui permettent de moins se casser le dos, c'est positif aussi pour les hommes. Donc, d'une certaine façon, cette analogie, vous pouvez la transcrire au domaine de l'éducation. Si vous améliorez la capacité des enseignants à faire de l'apprentissage individualisé, progressif, c'est une bonne chose pour les élèves les plus en difficulté, mais c'est aussi une bonne chose pour les meilleurs élèves, parce que ça va leur permettre aussi d'aller plus loin, etc., parce qu'on s'intéressera aussi à ce qu'ils sont, à leur talent personnel, à leur façon d'évoluer personnelle. Donc je pense qu'il faut vraiment y voir que du positif. Vincent Gibert, on parle notamment de la solution qui est la plus difficile à mettre en place, mais visiblement la plus efficace, si je comprends bien, de coupler certains établissements. Dans quelle mesure ça a un effet positif concernant la problématique de l'absentéisme ou encore du décrochage scolaire? Alors, première chose, sur la solution de coupler des établissements n'est envisageable que quand vous avez un territoire dans lequel les établissements sont à proximité. C'est-à-dire que ce qui est envisageable à Paris, où vous avez 500 mètres qui séparent 2 établissements, l'est peut-être moins quand vous avez 2 établissements qui sont beaucoup plus éloignés. Donc nous, c'est pour ça qu'on avait fait ce choix que de demander à des élèves, finalement, de s'éloigner de leur domicile. Et la phase 2 du dispositif, et ce que ça nous a permis, et notamment ce que le débat d'aujourd'hui nous permet, à la fois celui qu'on a ici et celui qui traverse la société sur cet enjeu-là, c'est de comprendre qu'on était arrivé au bout de ce qui était possible en termes de ségrégation, et que ces inégalités qui avaient tendance à se creuser entre notamment les collèges privés et les collèges publics, aujourd'hui, elle a un coût qui est beaucoup trop important pour la société. Madame la ministre y faisait référence tout à l'heure. L'engagement financier qui a été le nôtre, notamment sur la mise en place des navettes gratuites ou des accompagnements, comme elle l'a dit et comme je le confirme, est un coût pour la collectivité. Et donc nous, ça nous a conduit à avoir en parallèle une politique de construction de nouveaux établissements, et ça nous a conduit aussi à faire accepter à tous les citoyens que cet enjeu de la mixité, il n'était pas négociable. Et donc dans toutes les nouvelles sectorisations d'établissements que nous faisons, nous organisons le brassage des populations, notamment sur le territoire toulousain, entre les populations qui habitent finalement des quartiers défavorisés et les populations qui habitent les quartiers limitrophes, où on essaye d'amener chacune et chacun à accepter l'idée qu'il faut avoir une scolarité que vous pouvez construire ensemble et non pas sans se croiser pendant des générations et des générations. Et tout ça, ça participe au fait, pour revenir à votre question, de l'amélioration aussi du climat scolaire et de l'amélioration du comportement et de ce que peuvent être les réflexes de certains enfants, parce que en mixant, en ayant des profils sociaux qui sont des établissements qui sont beaucoup plus équilibrés, vous avez un mouvement qui se crée. Vous avez une volonté de la part des chefs d'établissement d'entraîner les familles dans la dynamique d'établissement et dans la dynamique du projet d'établissement. Et donc tous ces facteurs-là font que vous avez des élèves, parce que les familles sont beaucoup plus partie prenante du projet, qui sont eux-mêmes aussi beaucoup plus acteurs de la scolarité, et donc avec des effets très, très positifs sur la question des absences scolaires. L'info en plus, c'est avec Mathilde. Et pour cette info en plus, Mathilde, tu nous parles de ce qui se fait en matière de mixité sociale dans les écoles des pays étrangers. Et le constat est pour le moins mitigé. Alors, notamment aux États-Unis, les premières expériences de mixité ont commencé dans les années 70. Donc, ils ont commencé bien avant nous, surtout que les différences là-bas sont quand même beaucoup plus importantes. Environ 90 districts scolaires ont mis en place des initiatives dites de déségrégation. Là, j'arrive pas à dire ce mot. Déségrégation. Prenons l'exemple d'un quartier de Brooklyn, par exemple, où un système de loterie a été
été mis en place dans une école primaire locale, c'est-à-dire que les affectations ne sont pas forcément calquées sur cette fameuse carte scolaire et surtout un minimum de 35% des places sont réservées donc à des élèves pauvres ou d'origine immigrée. Cette initiative a été mise en place en 2013, c'est un peu plus récent, mais c'est vrai, le constat reste mitigé. Apparemment, prenons aussi l'exemple du Canada, les différentes politiques publiques mises en œuvre ont abouti à une recrudescence des écoles privées et au renforcement des inégalités sociales à l'école. Ça, c'est le constat. Alors, c'est assez paradoxal. Pareil au Danemark, le gouvernement fait marche arrière sur ce sujet suite aux résultats peu convaincants. Alors, comment l'expliquer et quel retour vous avez, quel recul on a en France sur cette expérience? Parce que c'est vrai qu'on va parler des États-Unis, Canada, etc. Mais nous, en France, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne bien sur les territoires en général? Oui, encore une fois, je pense que plutôt que d'écouter une politique qui a mis en œuvre les réformes dont on parle, le mieux, c'est d'écouter des chercheurs qui les ont évaluées de façon un peu scientifique. Donc, je vous invite vraiment à les inviter. Parmi eux, on trouve Julien Grenet, on trouve Yann Algan, on trouve Élise Huillery. Donc, c'est des gens quand même, ou Agnès Van Zanten, qui sont des gens légitimes sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chercheurs? C'est que, de façon absolument indéniable, ça améliore la situation et sur les différents pans que j'ai évoqués tout à l'heure. Après, le vrai sujet, ça va être notre capacité en tant que pouvoir public à vraiment élargir ces expérimentations pour qu'elles ne restent pas que des expérimentations. C'est toujours d'ailleurs le problème, j'ai remarqué en éducation nationale, c'est que souvent vous avez des très bonnes choses dans des territoires et puis après, quand vous cherchez à les passer à l'échelle, c'est-à-dire à ce que tout le pays soit concerné, là, vous avez des blocages. J'ai connu ça. Et donc, aujourd'hui, ce qui me rend optimiste, c'est la nature des expérimentations, c'est-à-dire qu'il y a une telle diversité. Par exemple, quand Vincent Gibert, tout à l'heure, disait nous, on n'est pas comme à Paris, on n'a pas 2 établissements à 500 mètres. C'est vrai, il y a une telle diversité de solutions qui sont proposées que des territoires ruraux, urbains, etc., peuvent y trouver leur compte. Donc, il n'y a pas d'homogénéité à la fin. Donc ça me rend optimiste. C'est vraiment possible d'avoir quasiment tous les territoires qui adoptent leurs solutions. C'est possible sans une véritable volonté politique comme celle de Vincent. Mais ce qui me rend moins optimiste, c'est la question de la volonté politique. Ces mots très forts, effectivement. Et il y a... C'est pas négociable, la mixité sociale, la mixité scolaire. Et ça, c'est pas le cas, effectivement, sur tous les territoires. Et en fait, le sujet qui doit nous alerter aujourd'hui, c'est y a-t-il la volonté politique de faire en sorte que tous les territoires aient leurs solutions, même sur mesure, etc. Et malheureusement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que après mon départ du ministère en 2017, par exemple, si on prend Paris, on a évoqué le 18e arrondissement avec l'expérience Berlioz-Coyce-Fox, mais il y en avait d'autres qui étaient dans les pipelines, dans les cartons, qui devaient se poursuivre dans d'autres arrondissements de Paris. Et en fait, après mon départ, il n'y a plus l'impulsion pour justement soutenir les élus locaux, organiser ces réunions avec les parents d'élèves, les convaincre coûte que coûte et lancer la dynamique. Et du coup, celles qui étaient prévues pour d'autres arrondissements n'ont juste pas eu lieu. Et en fait, la réalité, c'est celle-là, c'est que en fait, c'est beaucoup de coûts à prendre pour les élus, que ce soit au niveau ministériel ou au niveau local. Et il faut des années pour que les résultats vertueux soient démontrés. Donc, mais alors justement, Madame la Ministre, est-ce que vous avez est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut vraiment relever l'école aujourd'hui en France, sachant qu'il y a une rupture de continuité à chaque fois? Ah oui, avec chaque ministre. Le changement de ministre. C'est le cas pour bon nombre de domaines, mais pour l'école. Parce qu'on sait que c'est un travail au long cours. Mais ça, c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que tout à fait entre nous, je soutiens vraiment la démarche de cette chaîne de télé, que je tiens à saluer, parce que en fait, je pense qu'il faut vraiment un débat public qui, petit à petit, installe une espèce de connaissance partagée sur les sujets de l'éducation nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et transpartisane. Et transpartisan, absolument. Moi, je pense qu'il faut aller vers du consensus en matière d'éducation. Alors, non pas pour faire de l'eau tiède, parce que malheureusement, c'est vrai que sur la question de la mixité sociale, vous allez, entre nous, aussi trouver des gens qui vous disent « mais c'est très bien comme ça, la ségrégation a du bon, etc. » Donc, je ne pense pas qu'on mettra tout le monde d'accord. Mais disons que si on arrive à identifier 3-4 points vraiment d'intérêt général pour l'éducation et se dire, en fait, ces points-là, il faut qu'on obtienne le plus large consensus pour être certain que, quel que soit le changement de ministre à l'éducation nationale, ça se poursuive dans le temps, ça serait déjà un grand pas. Et je pense que ça passe d'abord par l'alimentation de l'opinion publique. Parce que
l'opinion publique est souvent désorientée par des faux récits sur l'éducation nationale. Souvent, j'ai remarqué qu'on lui explique des choses sur les enjeux de l'éducation nationale qui sont loin du compte et qui ne sont pas adaptées à sa réalité à elle. Cette opinion publique, quand elle est faite de parents qui ont des enfants qui sont confrontés, par exemple, aux questions du numérique, etc., et qu'en même temps, elle entend des débats où on lui explique « mais non, l'école n'a rien à faire du numérique », elle est désorientée, elle ne sait plus vers qui se tourner. Et donc aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un débat public qui pose les choses rationnellement et qui explique loin des passions quel est l'intérêt de nos enfants, à la fois individuellement et collectivement. Et la mixité sociale fait partie de ces intérêts collectifs évidents, parce que je ne vois pas comment on vit ensemble si on n'a pas grandi ensemble. Vous allez en reparler en 2027 ? J'espère surtout que toutes les familles politiques, pas simplement la mienne, mais vont en parler beaucoup dès maintenant. Il y a plein de parents qui se battent dans différents lieux en France, qui se sont constitués en association, notamment l'association No Ghetto, si vous me permettez que je leur adresse un clin d'œil, parce qu'ils sont très, très, très actifs et militants pour cette cause de la mixité sociale. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, directrice générale de One France et présidente de France Terre d'Asile. Et merci, un grand merci également à Vincent Gibert, qui est vice-président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, en charge de l'éducation, de la vie associative et des valeurs de la République. On vous réinvitera tous les deux car le sujet est immense et c'était un réel plaisir. Merci ma chère Mathilde. Merci. On se retrouve demain. Comme d'hab, on est extrêmement en retard, comme d'habitude. On rend vite. Excellente journée.